Ambaro, votre émission à l'heure dite en ce mercredi sur Alliance 92, l'on reçoit ici la juriste Saounjara Benariv. On la connaît tant au niveau de l'Observatoire de la vie publique, CEFAFI, mais ailleurs aussi, quand on parle beaucoup de lois, étant donné qu'elle a presque ça dans le sang, excusez-moi le terme. Franck Ramerso, directeur de publication du groupe Ultima Media. On va donc parler de beaucoup de choses qui tournent par rapport à ce qui se passe actuellement au pays. On a compris, il y a une grande confusion, mais avant tout quand même, je vous dis à tous bonjour. Bonjour. Et merci pour l'invitation. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce que nous vivons ce que nous n'avons pas voulu faire depuis? Ou est-ce qu'on s'entête? Ou simplement on s'y plaît? Puisque tout compte fait, il y a beaucoup de mélanges de genres, mais il y a un mot qui les unit, ce sont les lois. On parle de vie, de société, il y a loi, on parle de communication, il y a loi, politique, il y a loi, nos richesses, il y a loi. Tout compte fait, tout cela entraîne des confusions et des cacophonies. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Personnellement, je pense quelque part, on s'y plaît. Il y a une certaine tendance que j'essaie de comprendre à Madagascar, à vouloir évader la loi. C'est-à-dire, elle est là, elle existe, elle est perchée, on dira, sur l'étagère, mais on n'a pas vraiment la volonté ni le désir de s'y plier. Et je me demande si ce n'est pas quelque part un héritage de la période coloniale où la loi appartenait aux colonisateurs. Il y avait un écart entre celui qui donc a introduit à Madagascar ce système de loi que nous avons aujourd'hui et d'administration, et cet écart entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Et quelque part, c'était une résistance peut-être passive à la loi coloniale de ne pas s'y plier. S'y plier, c'était vraiment trahir sa culture malgache, etc. Ce qui fait que j'étais une fois, ça m'a frappé pour la première fois, j'étais en brousse dans une aire protégée et il y avait une association. Ils étaient très fiers de me dire « Nous avons obtenu, madame, dit-il, les Taratas Mbaza ». C'est-à-dire que notre association est bien enregistrée, nous avons la paperasse maintenant, mais que quelque part dans l'âme malgache, c'est une procédure en bazar des autres qui nous a été imposée. Alors il y a quelques mois, le CEFAFI avait sorti un communiqué justement à quoi servent nos lois, et dans ce communiqué, nous avons parlé d'abord du problème au niveau même d'abord de l'adoption de la loi. Qui est-ce qui l'écrit? Pendant très longtemps, la loi a été écrite soit par des consultants internationaux, sous financement des bailleurs de fonds, et c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, si nous parlons de code pétrolier, code minier, loi PPP, tout ce que vous voulez, parce qu'effectivement, il y a une expertise que nous n'avons pas vraiment dans la confection même de la loi. Et ensuite, parce que si je prends comme exemple la LGIM, la loi sur les grands investissements miniers, c'est une loi écrite par un consultant international, la loi sur le régime des ports à Madagascar, tout ce qui a créé la RMP, la société portuaire, la SPAT, etc. C'était au moment de privatisation du terminal à conteneurs de Tamatave. Et donc, toutes ces lois sont confectionnées par des experts internationaux. D'accord, on est d'accord que peut-être qu'il faut cette expertise, mais au moment de l'adoption, c'est justement là où il y a un grand problème, c'est que la loi n'est pas présentée au public. Essayez aujourd'hui d'obtenir une copie d'un avant-projet de loi. C'est impossible, top secret, impossible. Il n'est pas dans le domaine public pour être débattu justement sur les émissions radio comme la vôtre pour discuter. Qu'est-ce qui est proposé? Qu'est-ce qui est dans le projet de loi qui est envoyé au Parlement? Ensuite, il n'y a pas de débat au niveau du Parlement. Alors comment voulez-vous qu'on internalise, qu'on comprenne le contenu de ces lois? Et peut-être quelque part, moi j'avais proposé à un moment que les projets de loi soient traduits en malgache avant d'être adoptés. Parce qu'ils sont traduits en malgache avant leur publication dans le journal officiel, mais pas avant l'adoption. Donc la plupart du temps, je crains qu'il y a peut-être même des députés qui ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans la loi. Ça, c'est une chose. Une fois qu'elle est publiée, la loi de finances pour 2017
Vraiment, ça c'est la loi la plus importante parce que c'est le budget de l'État, qu'est-ce que nous allons faire cette année. Elle a été publiée en 363 exemplaires. Alors on se demande, sur ces 363 exemplaires, est-ce que chaque ministère, est-ce que chaque démembrement de ministère, est-ce que chaque tribunal, est-ce que chaque magistrat, est-ce que chaque avocat, enfin tout, disons les personnes de loi, les concernés directs, est-ce qu'ils connaissent même ce qu'il y a dans la loi? Il fut un temps où l'écho des lois exigeait quand même qu'il y ait affichage au niveau du district des nouvelles lois ou des résumés de lois ou autre chose. Alors comment voulez-vous que les lois sont appliquées quand on ne sait même pas quel est le contenu, qu'est-ce qu'il faut appliquer? Les magistrats n'ont pas la loi sous la main, les administrateurs, enfin l'administration même, et toutes les personnes concernées. Donc voilà le problème. Il y a une certaine... Ça nous arrange, je crois, tout ça, tout ce que je viens de décrire, parce qu'on peut toujours dire, je ne sais pas ce qu'il y a dans la loi, on ne m'a pas expliqué, on ne m'a rien dit, et de toute manière, la lambasaï. Mais rarissime aussi, on voit dans les sites des ministères les lois qui leur sont concernées aussi. Si on parle de sites web, on parle de technologie, et s'il y a encore des sites web qui marchent par rapport à ces nombres de ministères, le constat est que même pour le simple citoyen, c'est d'abord sécurité, le manger, de la lumière, et le reste, c'est à vous en haut. Et la redevabilité, où en est-elle aussi? Tout cela par rapport aux lois, est-ce qu'on n'est pas prête aussi par rapport à la mondialisation pour affronter tout cela concernant les lois, ouverture à gauche, ouverture à droite, open sky, tout est open, tout compte fait, et nos lois? Oui, enfin... Vous parlez des sites web. Effectivement, maintenant, tous les ministères ont un site web, mais on ne sait pas si c'est vraiment la version officielle, promulguée, etc. Celui qui devrait publier les lois sur le site web, c'est la primature, le secrétariat général du gouvernement, qui est en charge aussi de la publication dans le journal officiel. Et ça, c'est une chose. Donc, il y a un besoin quand même d'encadrer cette publication en ligne des lois. Quand est-ce que... Parce que si on regarde les lois actuelles, donc, ce n'est que la version journal officiel qui fait foi. Si je suis au tribunal, ce n'est que le journal officiel. Et donc, est-ce que une loi downloadée sur le site d'un ministère vraiment est la version officielle? La deuxième chose, c'est que c'est plus facile maintenant d'accéder aux lois de Madagascar à partir de l'extérieur, grâce au site web, que s'il en est à 12 km de Tananarive. Donc il faut derrière, je suis tout à fait pour la mise en ligne des lois, bien évidemment ça aide la société civile, ça aide les personnes particulières qui n'ont pas accès au journal officiel, mais il faut aller un peu plus loin pour être sûr que ceux qui n'ont pas, les petits 5% de la population qui ont accès au site web, ont aussi accès à la loi. Et là où je suis peut-être pas d'accord, c'est que la loi nous concerne tous quand même. Il y a des effets dans la vie publique, comme je disais par exemple sur la loi de finances. Il y a là justement la priorisation des financements publics par rapport à ce que vous venez de citer, la sécurité, le manger, la lumière. Parce que c'est dans cette loi que l'on voit, si elle était publiée dans les journaux comme Les Nouvelles, les Taraj, ce serait assez choquant de voir la répartition des ressources de nos impôts entre ce que l'on prend serait notre priorité. Par rapport à la sécurité, je peux vous assurer que les 3 ministères ensemble, de la police, gendarmerie et de l'armée, à eux 3, ils sont dans la 2e ligne en termes de priorité budgétaire. Mais est-ce qu'on a les résultats qui correspondent à cette priorisation? Peut-être aussi on fait les copier-coller par rapport à ce qui se passe aux égards à l'extérieur, si on parle de financement, de support budgétaire par rapport aux forces armées. C'est peut-être ça aussi. Oui, mais c'est que je crois qu'ils sont favorisés. Si je regarde leur budget, rien que pour les salaires des gendarmes, police et militaires, dont le nombre, je ne sais pas, il m'échappe, je ne sais pas combien il y en a, mais le budget pour les enseignants est de 550 milliards d'arrière, alors qu'il y en a 80 000. Et le budget pour les forces de sécurité est d'à peu près 475 milliards d'arrière. Donc c'est le même poids, mais pas pour le même nombre d'effectifs, ni en termes de résultats. Bon, on peut comprendre peut-être pourquoi l'enseignement national fait défaut, mais en termes de sécurité, peut-être qu'on devrait avoir quand même de meilleurs résultats.
C'est peut-être au fait aussi qu'on n'applique plus le statut général du fonctionnaire. C'est-à-dire qu'avec tous les indices, tous les grilles indiciaires, on est donc à une répartition disparate. Le salaire des magistrats, le salaire d'un sergent qui est beaucoup plus élevé qu'un professeur en secondaire, etc. C'est peut-être, comme vous dites, c'est une question de priorité. Peut-être qu'on ne veut pas aussi que l'éducation avance en Madagascar. On devrait en parler, justement. Tout ça, ça devrait sortir, on devrait en parler. Mais comment ? Est-ce qu'on nous écoute ? Est-ce qu'on vous écoute ? Moi, je pense que, pour ma part, personnellement, je ne parle pas pour être écouté par les dirigeants. C'est plutôt l'opinion publique qui m'intéresse. Je sensibilise, j'écris souvent. J'avais commencé en fait mes interventions, c'était par rapport aux lois. Ça a commencé en 2010 avec la Constitution et tout ce qui s'est passé. Et je me disais, moi j'étais écolière au Collège Saint-Antoine, c'était pendant la Deuxième République. J'ai dû sortir la version de la Constitution pour voir ce qu'il y avait dedans. Et je me disais, tous mes camarades de classe de l'époque peut-être ne savent pas. Donc c'était plutôt... Le savez-vous, en fait, et savez-vous qu'ils disent n'importe quoi là, par exemple. Et donc il y a un aspect vraiment d'éducation citoyenne, de sensibilisation. La loi, comme vous l'avez dit, ça me passionne. Si ce n'est pas un état de droit où c'est la loi qui règne par rapport à la volonté des puissants, qu'est-ce qu'on aura ? On aura exactement ce qu'on a là aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, qui est insatisfaisant. Et il faut revenir à la règle du droit. Mais comment le faire si, justement, comme je l'avais exposé tout à l'heure, personne ne sait quel est le contenu des lois ? Mais vous avez eu aussi bien dit au début que les lois ont été confectionnées par des experts étrangers. Que n'est-ce pas aussi de l'injonction des bailleurs pour pouvoir financer le Madagascar, pour que ces experts viennent empiéter sur le plate-bande des juristes malgaches, puisque finalement, comme on le constate, les lois que l'on a adoptées, ce n'est pas adapté au contexte malgache. Qu'est-ce qu'il faut pour y remédier ? Parce que, effectivement, vous dites que c'est la loi coloniale, mais dans une autre version. Oui, je crois qu'il y a quelque part un problème, effectivement. J'avais donné l'exemple juste avant la privatisation donc, du terminal à conteneurs du port de Tamatave. Il y a eu donc une refonte totale du cadre légal donc sur ce domaine. Et c'était pour pouvoir inciter les investisseurs étrangers qui allaient donc soumissionner pour ce terminal. Et il y a effectivement pas mal de lois qui sont, je dirais pas imposées, mais demandées par les bailleurs de fonds, et ils financent leur élaboration. Et il y a ce système que je rejette complètement, qui est celle de la consultation. On fait semblant d'appeler quelques membres de la société civile pour les projets de loi électorale. On appelle quelques membres du secteur privé pour un nouveau texte sur n'importe quoi, le code pétrolier par exemple. On appelle les pétroliers. Mais consultation ne veut pas dire représentation. Ou adoption. Ou adoption, ou adhésion. Et écrire une loi, je dois le dire, moi je me refuse de soumissionner, par exemple, quand on cherche quelqu'un pour élaborer une loi. C'est un art, c'est quelque chose de très compliqué, ce n'est pas facile. Et il y a une tendance, je dirais, de vouloir justement adapter les lois au contexte malgache, alors que je pense que c'est plutôt où est-ce qu'on veut en venir. C'est vrai que ça doit être adapté quelque part. Notre code de la route, je suis sûre, ne dit absolument rien sur les charrettes à zébus et genre de choses comme ça. Mais il faut aussi que la loi, elle n'est pas tournée vers le passé, elle est tournée vers l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut accomplir et avec la loi, il faut toutes les mesures d'accompagnement, les décrets, n'est-ce pas, pour que il y a une véritable mise en œuvre. Oui, mais on constate quand même, il a été dit que oui, il y a eu une proposition de loi, c'est entre les mains d'eux et on attend le décret d'application. C'est toujours là le problème aussi quand on veut avancer. Donc c'est presque comme du Afinjafunjo, un pas en avant, deux pas en arrière sur le côté, mais le temps avance. Exactement. Le temps avance et on parle déjà d'élections. Et là, les idées aussi divergent. Des lois manquantes. Est-ce que c'est propice ? Vous avez dit au niveau de ces FAFI que non, pas encore. Mais pour le simple citoyen, élection veut dire changement.
Oui. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on capitalise sur nos acquis. Il y avait des acquis donc en 2010, incontournables. Dans la Constitution, il y a la disposition par rapport à la CENI, la structure indépendante pour l'organisation des élections. Dans la Constitution, il y a les dispositions par rapport à la démission du président sortant s'il se porte candidat. Dans la Constitution, il y a les dates donc selon lesquelles le scrutin doit avoir lieu. Il y a eu 2 lois spécifiques. Alors ça, c'est quelque chose que le CFAFI conteste depuis un certain temps. C'est l'adoption d'une loi spécifique à l'élection du président ou à l'élection de la législature chaque fois qu'il y a une élection. Ce qu'il faut, c'est une loi organique qui reste en place pour tous les temps. Et qu'on ne l'amende que s'il y a vraiment... On ne fait pas une loi sur l'élection du premier président de la 4e République, mais tous les... candidat, Exactement. Parce que ça donne, évidemment, le pouvoir aux gouvernants, donc, qui contrôlent la confection de la loi, de la confectionner comme ils veulent. Alors, il y a eu 2 lois spécifiques pour la sortie de crise, donc, qui étaient l'élection du premier président et de la première législature. Si vous vous souvenez, il y a eu la mise en place de la Cour électorale spéciale, qui n'existe plus, et de la CENIT de l'époque. Donc, il faut mettre à jour ces lois. Et très rapidement, je pense à la session parlementaire de juin 2017, pour que tous les candidats soient au courant quelles sont les règles du jeu. On ne va pas attendre octobre, on ne va pas attendre mai 2018 pour savoir quelles sont les règles du jeu de l'élection. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis parmi les très frustrés quand une loi, par exemple la loi PPP, est promulguée en février-mars 2016 et 1 an après on n'a pas les décrets d'application, alors que pratiquement... pour les bois de rose, excusez-moi. Même chose. Et surtout quand les lois, à chaque 2e article, disent ceci sera déterminé par réglementation, par décret. Et ça doit être un package tout en même temps. Mais j'ai pas l'impression que les gouvernants gouvernent vraiment. C'est ça leur travail. Alors qu'est-ce qu'ils font alors ? Je ne sais pas. Il y a aussi les opposants qui essaient de se trouver, de se frayer plutôt, je crois que c'est le mot exact, une certaine place qui prône d'opposants au niveau de l'Assemblée nationale. Là aussi, il y a encore des termes juridiques. C'est la foire ou le silence. Il n'y a que ces 2 choses-là. Alors, selon vous, comment doit l'opposition s'attabler pour qu'on les écoute réellement ? Alors voilà un autre acquis de la Constitution de 2010, le statut de l'opposition. Mais apparemment, il n'y a pas la volonté politique pour mettre en œuvre cet acquis en sortant tout de suite les lois ou textes applicables. Alors la loi est assez claire, c'est l'opposition donc est composée de la majorité qui ne s'aligne pas avec le gouvernement. Moi je pense qu'il suffirait juste que cette opposition notifie le président de l'Assemblée nationale et c'est terminé. Ouais. Mais eux ils disent non, il n'y a pas un texte quelque part qui dit voilà la procédure à suivre, voilà comment il faut faire, etc. Et la HCC, dans sa décision, a dit on attend que le législateur ou le gouvernement sorte les textes, etc. Et donc, en ne les sortant pas, 3 ans après, on n'a toujours pas d'opposition officielle. Et tout cela, vraiment, c'est honteux, parce que c'est un acquis de la Constitution et justement, c'est le travail de ceux qui doivent préparer ces textes, apparemment le ministère de l'Intérieur, de les préparer. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Sont-ils compétents pour ça ? Ils n'ont pas. On peut faire toujours des études comparatives et regarder comment ils font ailleurs. Sinon, qu'on accepte la lettre qui est proposée au président de l'Assemblée nationale désignant le chef de l'opposition. Ça a été déjà effectué, oui. Mais... Pas eu de réponse ? C'est la réponse. Il suffit qu'ils sortent la réponse en disant d'accord, vous êtes maintenant vice-président de l'Assemblée nationale et voici les commissions que vous allez présider, vous avez droit à ceci et cela. Oui. Alors actuellement, tout le monde réagit. Quand je dis tout le monde, la société civile, les syndicats, les partis politiques qui sont là aussi, mais pour autant ça ne fait broncher quiconque ailleurs. Est-ce à dire que jusqu'en 2018, il n'y aurait pas autre chose à prioriser ? Jusqu'à présent aussi, il faut savoir peut-être
Peut-être qu'avez-vous l'explication pourquoi la Haute Cour de justice n'a jamais été mise en place, alors qu'il y a un délai dans la Constitution pour la mise en place, quoi. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, apparemment, il y a une différence entre ce qui est prioritaire et ce qui est urgent. Et c'était en 2016, le sommet de la francophonie, ouais. Oui. Toute l'année 2016, c'était l'urgence et la priorité. En même temps, il n'y avait que ça. Et en 2017, on ne sait pas trop, mais on peut quand même... Si, on pense déjà peut-être élection. Oui, justement, et élection de manière pas très démocratique, pas très transparente, pas très inclusive, ni très crédible. Ça, c'est très inquiétant. Et s'il nous présentait quand même des signes de volonté, comme l'adoption de ces lois qui sont nécessaires, comme le financement de la CENI, tout ce que vous voulez, pour envoyer les signaux comme quoi ces élections, de toute façon, ce sera juste une étape de la vie démocratique malgache. Ce n'est pas la fin du monde, ni le début du monde, ni l'éternel recommencement que nous connaissons. Mais on ne voit pas, hein, c'est pas ce qu'on voit venir, hein, et c'est assez inquiétant. Et en plus donc de cette volonté de vouloir contrôler les textes jusqu'à la dernière minute, etc., il est à côté toute la propagande qui commence, l'inauguration de... Il n'y a aucune loi qui régit le contraire. Non, mais moi je pense que ça devrait être inadmissible à Madagascar, l'inauguration d'infrastructures aux couleurs de l'HVM. Alors que, moi d'habitude, donc je ne suis pas au site d'inauguration, mais quand ils ont inauguré la bretelle d'Andohatapenaka, c'était en bleu marine et blanc, et pas aux couleurs de la République. Et ça, c'est inacceptable. Parce que c'est un projet, même si c'est un projet gouvernemental, qui appartient à tous les citoyens et à la République de Madagascar. Et de toute façon, comme tout projet ou comme toute inauguration, c'est pour la population tout compte fait. C'est la redevabilité quelque part aussi, parce qu'il y a une part de la citoyenneté qui a participé dedans, non ? Oui, absolument, absolument. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que les inaugurations, normalement, je crois, c'est pas au président d'inaugurer les petites écoles et genre de choses comme ça. C'est vraiment les grandes infrastructures. Peut-être qu'il n'a rien à faire. Non, peut-être qu'il n'y a pas de projet structurant maintenant. Oui, il n'y a pas, mais c'est aussi de la propagande pure et dure. Hein. Après 3 ans d'exercice du pouvoir, Malgache attend toujours. Oui. Et s'il y avait des lois qui étaient bien mises en place, je ne pense pas qu'on serait à ce niveau-là, quoi. On s'ouvre un peu sur le monde, maintenant c'est open partout. Hein. Est-ce que l'esprit d'ouverture, Madagascar s'y attendait par rapport à la mondialisation ? À la mondialisation ? Oui. On s'y est préparé, est-ce qu'on s'y attendait ? Non, je ne pense pas. On y a participé. Quand même, tout le phénomène de zone franche, tout le phénomène d'exportation du nickel, l'attraction des pétroliers et des miniers, tout cela, ça fait partie de la mondialisation. Et l'éclatement donc de la production mondiale. Donc, si pour fabriquer mon téléphone portable, le nickel vient de Madagascar, l'acier vient de Ouganda, enfin, genre de choses comme ça. Les matières premières viennent d'à travers le monde et les travailleurs qui confectionnent ces produits sont installés en Chine, mais ceux qui achètent sont surtout en Europe et aux États-Unis. Donc, on participe à la mondialisation, mais on ne s'adapte pas, on ne prévoit pas. Il y a un problème de préparation. Par exemple, la vanille malgache, qui devait être le fleuron de l'exportation malgache dans un monde mondialisé. Mais on ne profite pas de notre position et des produits que nous avons. Plutôt on subit les aléas, les baisses de prix, les montées de prix, etc. Les opportunistes ? Les opportunistes, ceux qui sont un peu plus au courant de ce qu'est la demande mondiale et que sont les tendances mondiales. Donc, effectivement, il faudrait regarder c'est quoi le monde mondialisé, comment on se place dans ce monde mondialisé. Donc ça, c'était une des questions. Est-ce qu'on se place dans le monde mondialisé dans le camp de la francophonie ? Ou est-ce qu'on s'ouvre un peu plus à l'Est, dans la SADC ? On est entouré par ces puissances économiques africaines quand même, l'Afrique du Sud, le Kenya et le Maurice, et on n'en profite pas comme on devrait profiter. Donc on est plutôt victime de la mondialisation. Il est temps peut-être d'essayer de se positionner par rapport à ce qu'on aimerait obtenir et comment en profiter pleinement. L'autre effet, c'est que, comme dans tous les pays, que ce soit aux États-Unis, en Europe, ailleurs, il y a la classe élite mondialisée quand même.
qui est tout à fait... elle est sur Internet, elle voyage. Cette classe élite mondialisée, elle est presque homogène à travers le monde. Ils regardent les mêmes émissions, ils achètent les mêmes habits, même les mêmes signes extérieurs de mondialisation partout dans le monde, et Madagascar ne fait pas exception. Mais il y a cette vaste majorité qui est exclue, et c'était le phénomène Trump aux États-Unis. Et c'est un phénomène qui existe à Madagascar. Je ne sais pas s'il y aura la même chose, mais c'est que 95% des Malgaches sont exclus des bienfaits, je dirais, de la mondialisation. Vous avez dit que 95% des Malgaches sont exclus du phénomène de la mondialisation. Donc on subit les affres de la politique locale. Actuellement, le problème que Amnesty International a soulevé, c'est que c'est l'impunité qui est la source de toutes les dérives actuellement. Tout ce qui est justice populaire indique, puisque c'est le repli sur soi. Donc c'est ça qui est quand même assez grave pour nous entraîner plus tard, si on ne fait pas attention, à une guerre civile. Oui, je pense que le phénomène a multiples raisons et multiples causes. C'est difficile, il faudrait vraiment analyser. C'est difficile en premier lieu d'avoir la vérité par rapport aux faits, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais il y a certainement une colère trumpiste, comme je dirais, contre l'autorité, l'establishment, qui n'est pas perçu comme vraiment à la recherche de l'intérêt général. Et donc, c'est une solution de facilité atroce, c'est sûr, et vraiment répugnant, il faut le dénoncer. Mais en même temps, j'ai lu par exemple le communiqué du secrétaire général de la police aujourd'hui, il ne parle que des sanctions et de ce qui va, et pas d'une ouverture de dialogue, de réconciliation, de recherche de solutions pérennes, plus vastes que juste les opérations de police. Et ça, c'est décevant. À dire donc que nos dirigeants ne sont pas crédibles aux yeux même du citoyen, d'où ces actions. Il y a une expression en anglais que le respect ne peut pas être légiféré, on ne peut pas l'exiger, il se mérite. Et si l'on veut que l'autorité soit respectée, on ne peut pas le forcer. On ne peut pas exiger que la population vous respecte. Faites tout ce que vous voulez, ils ne vont pas vous respecter. Il faut le mériter. Alors par lesquelles de vos actions allez-vous mériter ce n'est pas par la répression, ce n'est pas par la punition extrême. Et paraît-il, 31 personnes ont été arrêtées. On va les foutre en prison, et ça c'est la réponse. Non, ce n'est pas la réponse. Il faut élargir le sphère de dialogue, il faut aller un peu plus loin, il faut une discussion sincère et ouverte sur les raisons, le pourquoi, et sur les plans d'action pour que ça ne se répète pas. C'est peut-être le fruit aussi d'une culture de dirigeants que concernant les sanctions, la répression, puisque, comme vous le savez bien, le concept de Raymondine qui châtie les enfants est dans cette optique par rapport, je dirais, en contradiction avec ce que j'appellerais le système de mode démocratique qui devrait avoir la priorité pour un pays comme Madagascar qui devrait C'est peut-être un élément du concept de Raymondine, mais ce n'est pas l'élément central ni dominant. Moi, je pense que la répression est en fait un signe de faiblesse quelque part. Et je regarde par exemple un petit taxi, il a une urgence, il allume ses phares, c'est une 205, elle est vieille, les voitures s'écartent. Mais vient une grosse 4x4 avec vitres teintées et elle essaie de forcer le passage, les gens résistent. C'est donc, il faut mériter le respect. Les gens ne vont pas vous le donner tout simplement parce que vous forcez votre passage. Et donc la répression, elle est nécessaire, il est sûr, pour l'autorité gouvernementale et sécuritaire, mais il faut qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit perçue sur tout le territoire sur aussi. Tout le territoire. Ouais. C'est un constat de la population qui voit toutes les inégalités, Exactement. Cette lutte contre cette corruption galopante et puis toutes ces impunités. Oui, c'est ce sentiment d'injustice. Il y a quelque chose qui n'est pas juste là. Il y a eu cette grande turbulence au niveau aussi de la CPI.
où beaucoup de pays africains donc veulent quitter, grande institution qui faisait peur aussi quand même. Est-ce que les pays africains, selon vous, avaient raison? Oui et non. Je pense peut-être qu'il y a un certain acharnement sur les leaders africains, mais en même temps, donc peut-être que les seuls cas qui existent sont en Afrique, donc on est représenté d'une manière disproportionnelle par rapport au paysage mondial. Quoique il faut quand même se poser des questions. On n'a pas d'écho sur ce qui se passe en Asie ou en Amérique latine, dans les plus petits pays. Tout ce que je peux répondre, c'est oui, sans doute, et non, sans doute, parce que on a raison, parce que la majorité des accusés sont africains, mais peut-être que, en même temps, c'est peut-être que nous sommes ceux qui ne respectent pas justement les lois de la démocratie et des droits de l'homme le plus à travers le monde. Le temps passe quand même assez vite. Petite vingtaine de minutes, pas du tout suffisante, c'est vrai. N'empêche, on a pu décortiquer certains points et surtout faire valoir toujours ce qu'on a envie de dire en Barrow. Et merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci, c'était un plaisir. Invité pour Ambaro de cette semaine, Saounda Rabenarive, membre de l'Observatoire de la vie publique, mais surtout et avant tout, comme elle le dit, juriste. Franck Ramarson en tandem avec Prisca Rakoutmalal. Merci.